Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de la communication d'Emeria, du groupe Emeria. On va parler du sentiment d'appartenance. Alors, ça, c'est un sentiment évidemment qui fait rêver, pour ne pas dire fantasmer, pas mal de dirigeants, parce qu'ils souhaitent faire adhérer leurs collaborateurs au projet, à la stratégie. C'est quoi les ingrédients, les bons ingrédients pour susciter justement cet engagement, alors que nous sommes dans le mois de la fierté, si je ne m'abuse? Alors on va pouvoir parler de fierté, mais pour répondre précisément à la question, je pense que pour qu'il y ait du sentiment d'appartenance, il faut déjà qu'il y ait un projet. Et il faut qu'il y ait un projet collectif, pas un projet individuel, pour embarquer les équipes. Et embarquer les équipes, pour embarquer les équipes, il va falloir savoir expliquer ce projet, il va falloir le rendre accessible. Ça ne peut pas être un projet juste purement technique ou purement financier, sinon ça va être compliqué d'embarquer tout le monde. Quand on dit embarquer, il ne s'agit pas d'embarquer que quelques dirigeants ou le management, il s'agit d'embarquer tout le monde pour vraiment créer ce sentiment général d'appartenance. Quand on commence à être dans ce processus, alors on commence à créer et à susciter ce sentiment d'appartenance. Avec une incarnation, ça c'est important. Et vous avez raison, il faut aussi qu'il soit incarné. Si c'est un projet collectif, il faut aussi quand même qu'il y ait une personne, une personnalité qui le porte et qui l'incarne, ce qui est généralement le dirigeant. Pas forcément, mais il faut aussi qu'on se retrouve, qu'on marche derrière une personne. Alors on parle de fierté, marche des fiertés. Je fais cette comparaison. Eh bien, il faut marcher derrière une personne qui porte un projet qui a du sens et qui me concerne. Alors justement, pour rester sur cette notion de fierté, est-ce que le sentiment d'appartenance, c'est pas simplement une question de fierté, finalement? C'est au-delà? Non, c'est certainement, on peut le résumer comme ça. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions de cette fierté. C'est pourquoi je vais être fier, finalement, de travailler dans mon entreprise et qu'est-ce qui va donc, quelle fierté va susciter ce sentiment d'appartenance. Donc oui, c'est certainement une question de fierté. Il y a une dimension managériale aussi dans ce rapport-là. Il faut que l'ensemble des corps intermédiaires de l'entreprise soient aussi quelque part les ambassadeurs en interne de cette appartenance. Alors en fait, dans la fierté, chacun va être plus ou moins touché ou impacté de façon différente, mais il y a un certain nombre d'ingrédients. Il peut y avoir une dimension financière, c'est certainement pas suffisant, mais on peut pas dire que ça ne compte pas non plus. Parfois on se ment en laissant croire que la dimension financière ne compte pas. Donc si je suis correctement rémunéré, je suis bien dans mon job et fier. C'est une bonne première étape en tout cas. Fier dans mon entreprise. Il faut que j'ai une place dans l'organisation, il faut que j'ai un rôle. Quel rôle est-ce que je joue dans cette organisation? Est-ce que je suis uniquement un pion, une personne qu'on trimballe comme ça, ou est-ce que j'ai un rôle, une mission? Est-ce que je suis bien identifié? Ça va y participer. Et effectivement, la question managériale, est-ce que je suis reconnu? Est-ce que je suis écouté? Est-ce que le discours d'empathie et de bienveillance, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est seulement des éléments de langage, comme on dit? Ça, je vais très vite me rendre compte, si je ne peux pas prendre la parole, ou si on me demande de me taire, ou si on n'écoute pas mes propositions, mes initiatives, voire mes souffrances. Alors, il n'y a pas d'empathie et tout ça ne va pas participer au sentiment d'appartenance et à la fierté que je vais avoir d'être dans l'entreprise et de le revendiquer. Alors, Frédéric, en quoi c'est impactant, important, justement, ce sentiment d'appartenance pour l'image employeur? C'est très important parce qu'en fait, les premiers ambassadeurs d'une entreprise, ce sont souvent les clients, quand ils sont satisfaits du service ou du produit, mais les premiers ambassadeurs de l'image employeur, ce sont les collaborateurs. Donc si les collaborateurs sont fiers de la boîte dans laquelle ils bossent, eh bien tout d'un coup, ils vont accompagner et aider cette image employeur. Et vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de dire qu'ils bossent dans telle boîte ou ils ont plutôt honte? S'ils ont envie de le dire, ils vont plutôt être des prescripteurs ou des détracteurs? Est-ce qu'ils vont être très fiers? Est-ce qu'à chaque repas de famille, ils vont parler de leur entreprise parce que vraiment, ils sont tellement fiers de leur entreprise? Ça commence là, évidemment. Et voilà, ça commence là. Et tout ça, c'est un effet. Il y a un effet boule de neige cascade. Si je suis fier de mon entreprise, bien je la représente, j'en parle, j'en suis un ambassadeur et donc je contribue à l'image employeur. Juste un mot avant de parler du rôle de la communication employeur là, qui vous incombe en partie ou en grande partie, mais on peut le calculer, on peut quantifier ce sentiment de fierté, d'appartenance. C'est compliqué finalement parce qu'on ne voit toujours que la partie négative, un mauvais tweet, une image négative sur un tweet d'un salarié. C'est plus compliqué de l'évaluer sur le côté positif.
Alors, si on reste sur l'aspect réseaux sociaux, en fait, on mesure tout sur les réseaux sociaux. Donc, aussi bien On peut le calculer, bien sûr. quantitativement, ce qui C'est est vrai. dit est de positif ou de négatif, la tonalité de ce qui est dit, parce qu'il ne suffit pas de parler de l'entreprise, faut-il encore que la tonalité soit positive. Bien sûr. Après, évidemment, le simple bouche à oreille est beaucoup plus compliqué à évaluer, mais quand on procède au recrutement, et ça c'est le travail des RH qui le réalise, souvent il y a des données qui reviennent. C'est je suis intéressé de travailler chez vous parce que j'ai vu telle émission de télé, parce que sur Smart, Parce qu'on m'en a parlé. parce que sur Bismart on parle régulièrement de cette entreprise, parce qu'on m'en a parlé, parce que je sais que j'ai telle un et ami telle que. personne travaille dans cette entreprise et en dit du bien et me parle des parcours de formation, de l'évolution, Bien sûr. de la culture managériale. Donc là, les RH le ressentent au niveau du recrutement. Oui, il y a des capteurs. Ouais, exactement. Et ce sont souvent les mêmes informations qui reviennent, ce qui laisse comprendre le rôle et le poids qu'elles peuvent jouer. Ouais, qui crée de la donnée et finalement une Exactement. forme de certitude autour de cette action. Le rôle de la communication employeur, Frédéric, finalement, c'est de travailler à l'image employeur. Oui. C'est-à-dire accompagner l'image de l'entreprise sur sa partie recrutement et employeur. Ça ne veut pas dire que la communication va faire l'image employeur, parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. On n'impose pas. Bah oui. Elle ne peut pas changer les faits. S'il y a des choses qui se passent mal dans l'entreprise, elle ne peut pas faire croire que ça se passe bien. En revanche, elle va l'accompagner pour la valoriser et pour la mettre en lumière au service du recrutement et du travail des ressources humaines. De la même manière qu'on n'oblige pas un salarié à dire du bien à un repas de famille ou dans des moments conviviaux extra-professionnels. C'est impossible. C'est impossible. Et si la communication délivrait de faux discours ou de faux messages, si c'était biaisé, ça serait négatif parce que les collaborateurs ne s'y retrouveraient Évidemment. pas, voire ils le dénonceraient. Plus dangereux même d'ailleurs. Mais oui, mais même dangereux. La concurrence pourrait en jouer, parce que l'externe le verrait aussi, la concurrence pourrait facilement en jouer. Ça ne servirait ni le propos, donc pas de bon recrutement, ça dégraderait le travail des ressources humaines. Donc il n'y a pas de fausse ou de mauvaise communication qui puisse être faite, mais un accompagnement et une valorisation de l'ensemble du travail qui est fait dans l'entreprise, que ce soit les politiques RH, la culture managériale, tout ce qui participe à la construction de l'image de l'entreprise et qui peut être valorisé. Alors, au risque de défoncer une porte ouverte pour conclure, on a bien compris qu'il valait mieux quand même que l'entreprise ait des collaborateurs qui ont un sentiment de fierté et d'appartenance, on est bien d'accord. C'est extrêmement utile. C'est extrêmement important et comme vous le disiez en introduction, tout dirigeant en rêve voir le fantasme, à lui de se donner les moyens d'arriver à ces résultats. J'ai entendu le salaire. Hein. C'est du travail. C'est du travail. Le sentiment d'appartenance, c'est pas une technique qu'on applique pour obtenir un résultat. Oui, il y a une notion de temps et de durée quand même. C'est du travail, c'est de l'engagement et c'est le fruit d'un long parcours et d'un long cheminement, d'une volonté politique aussi de la part des dirigeants pour que leurs collaborateurs soient fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et puis une certaine forme de respect aussi du collaborateur, tant par l'écoute, la bienveillance, mais aussi les salaires. J'ai retenu qu'il ne faut pas le mettre de côté, c'est un élément qui pèse. Le salaire ne fait pas tout, parce qu'on n'achète pas la tranquillité, la paix sociale ou quoi que ce soit juste avec le salaire, mais si vous ne rémunérez pas vos collaborateurs, c'est quand même un sujet. Merci Frédéric Fougerat de nous avoir rendu visite comme chaque mois pour le Rex du mois, directeur de la communication du groupe Emeria. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On va faire une courte pause et on va se tourner vers les seniors. Voilà un sujet qui va être dans l'actualité dans quelques mois lorsqu'on commencera à évoquer la réforme des retraites. 100 000 seniors, dit le président de l'APEC, demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'à travailler. C'est un vrai sujet pour ceux qui ont plus de 55 ans. Comment leur permettre de rester en emploi ou leur permettre d'intégrer un emploi? Question à la fois politique, mais aussi sociale et humaine, tout simplement. On en parle avec mes invités juste après la pause.